Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous propose un deuxième examen blanc. Et tous les exercices de cet examen-là rentrent dans le cadre pédagogique 2021 qui vient d'être publié. Donc voilà les exercices que je propose dans cet examen-là. Donc en chimie, comme d'habitude, deux parties, un exercice souvent formé de deux parties. Donc dans l'exercice 1, en partie 1, on va étudier le suivi d'une réaction par mesure de conductimétrie. Ensuite, un deuxième exercice sur les piles. En physique, on va proposer deux exercices, l'un en nucléaire, l'un sur les ondes sonores, et un problème en électricité, l'étude du circuit CRLC et son application dans la réception d'une onde électromagnétique. Et enfin, un dernier exercice en mécanique, qui est l'étude du mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Bon, rapidement, voilà l'énoncé. Donc, dans un bécher, on introduit un volume V1 de 40 ml dans une solution aqueuse de peroxyde disulfate de potassium. Donc, 2K plus S2O8 de moins. On va dans sa concentration. T est égal à 0. On va ajouter une solution d'iodure de potassium de concentration C2. On obtient la courbe suivante, cette courbe-là. C'est-à-dire comment évolue la conductivité en fonction de la température. Plus exactement la conductance dans ce cas-là et non pas la conductivité. Bon, écrire les équations électroniques pour chacun des deux couples qui intervient. Donc là, vous avez une réaction d'oxydoréduction. On déduire la réaction totale en notant l'avancement X de la réaction donnée son expression en fonction des concentration des diverses espèces présentes, d'accord. On veut dire qu'on va négliger les ions H- H3+ majoritaires devant les autres. On rappelle que la conductance G d'une telle solution a pour expression, donc on va dans l'expression de la conductance, donc entre la conductivité et la conductance, vous avez juste un coefficient K qui caractérise la cellule. Les lambda I sont les conductivités molaires ioniques qui ne dépendent que de la nature de l'ion et de la température. K, c'est la constante de la cellule. Montrer que la relation entre la conductance et l'avancement X est donnée par G est égal à 1 sur V, facteur de A plus BX. 1 sur le volume de la solution, facteur d'une constante A plus B fois X. Où V, c'est le volume de la solution. Et vous allez déduire que la constante A vaut 1 millisiemens litre et la constante B 42 millisiemens litre mol moins 1. Voilà, donc connaissant la conductance à n'importe quel instant, on peut remonter à l'avancement de la réaction à n'importe quel instant. Donc il s'agit bien d'un suivi d'une réaction. Bon, déterminer ou bien définir la vitesse volumique de la réaction en fonction de l'avancement, on déduire son expression en fonction de G à l'aide du graphe suivant, déterminer sa valeur à la date T1 égale à 1 minute. Déterminer la valeur de X max, l'avancement maximal de la réaction. En utilisant le résultat précédent, déterminer graphiquement l'instant à partir duquel on peut considérer que la réaction est terminée et déterminer T1 demi. Donc là, voilà l'exercice vraiment type baccalauréat sur le suivi de réaction par mesure de conductimétrie ou conductivité, pratiquement la même chose. Bon, deuxième exercice, souvent ces dernières années, on vous pose ces exercices de ce type sous forme d'un QCM. On vous demande juste de donner le nombre, de recopier les bonnes réponses ou bien d'indiquer juste le nombre de bonnes réponses. Donc voilà, je propose une pile constituée d'un circuit électrique, d'un ampèremètre, d'un pont salin et les couples SN2+, SN solide, PB2+, PB solide. À partir de l'indication suivante, l'électrode d'étain SN solide et la borne négative, quelles sont les affirmations correctes? L'anode et l'électrode d'étain. L'équation de la pile est la suivante. Pb2 plus N solide donne Pb solide plus SN2 à queue. L'électrode positive subit une oxydation à la cathode. La pile s'arrête de débiter lorsqu'il n'y aura plus d'ion SN2+ en solution. Donc là, c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de revoir votre cours sur les piles et de voir si vous avez bien compris ce chapitre-là. Bon, ensuite, vous avez deux exercices. Un sur les ondes sonores. Donc, vous avez un émetteur dans l'air
il va émettre des ultrasons par salve, c'est-à-dire des ultrasons qui sont limités dans le temps. Face à lui, on a placé deux récepteurs, d'accord, qui sont distants d'une distance d. Les salves ultrasonores reçues par ces récepteurs sont transformés en signaux électriques et visualisés sur un oscilloscope. Le coefficient de balayage des deux voies de l'oscilloscope est 0,10 millisecondes par division. Les oscillogrammes sont ceux des tensions produites par les deux récepteurs après réception d'une salve ultrasonore émise par l'émetteur. C'est-à-dire une fois qu'on reçoit, chaque émetteur reçoit l'onde, il va être transformé en signal électrique et visualisé sur un oscilloscope. Et voilà ce qu'on obtient. Quel est le retard taux du récepteur 2 par rapport au récepteur 1? Calculer la vitesse des ultrasons dans l'air. Si on avait sélectionné le calibre 0,5 mV par division, quel serait le décalage? D'accord? Exprimez-le en division. Une division de 0,5 et ainsi de suite. Si la distance séparant les deux récepteurs était d''M9 mètres, de combien de divisions seraient décalés les deux oscillogrammes? Donc là, c'est juste savoir si vous connaissez bien comment on lit les courbes sur un oscilloscope. Et enfin, à l'aide des oscillogrammes, détermine la période T, puis la fréquence des ondes ultrasonores émises. Ensuite, je passe à l'exercice sur, donc c'est en fait la suite de l'exercice 1 que j'ai proposé dans le baccalauréat blanc numéro 1. Donc sa deuxième partie, c'est la suivante. Donc la roche volcanique qu'on avait étudiée contient 5% du potassium naturel. Parmi les isotopes qui existent dans le roche de potassium 40, pour dater une roche volcanique, on se base sur le pourcentage du potassium et d'argon. On considère que la roche ne contient pas d'argon au début de sa formation. Voilà, information importante. Ensuite, un géologiste a analysé une roche volcanique de masse 100 grammes à un instant T et il a trouvé les proportions suivantes. Le nombre de noyaux de potassium d'argon sur le nombre de noyaux de potassium 40, ça fait 0,4. Et le nombre de noyaux du potassium 40 par rapport au nombre de noyaux de potassium total, c'est 1,210-4. Montrer que l'activité de la roche à un instant T peut s'écrire sous la forme de la relation suivante. Donc voilà un exercice intéressant, ça va vous paraître un peu compliqué, mais il suffit d'analyser correctement et vous allez voir, c'est pas difficile de démontrer cette relation. Donc A de T c'est lambda 0,05 fois P, ça c'est le pourcentage massif, P c'est celui-là, hein, c'est le nombre de noyaux d'argon divisé par 40 divisé par le nombre de noyaux d'argon. Si vous voulez, c'est le pourcentage massique du potassium 40 par rapport au potassium. Petit m, c'est la masse analysée. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Et m, c'est la masse molaire du potassium 40. Trouvez l'expression de l'âge de la roche volcanique en fonction de R et T1,5 et calculez T. Donc vous allez voir que l'âge de la roche va être exprimé uniquement en fonction de R et de T1,5. Donc il suffit de connaître le rapport entre le nombre de noyaux d'argon formés et le nombre de noyaux qui restent du potassium dans la roche et on va remonter à l'âge de la roche. On va donner T1,5, 1,5, 10 puissance 9 années pour le potassium 40. Ensuite, on va étudier un dipolaire C et son application dans la réception d'ondes électromagnétiques. Donc voilà le circuit étudié, voilà les indications, la résistance 100 ohms, condensateur. Au départ, le condensateur est non chargé. On ferme l'interrupteur à l'instant T. Bien sûr, on va étudier la charge du condensateur, des questions toujours posées, l'équation différentielle, vérifiée par la tension I de C, montrer que la solution s'écrit sous cette forme. A est une constante positive et tau c'est la constante du temps du circuit. Montrer que log de E moins U de C est égal à moins 1 sur tau fois T plus log de E. Voilà l'une des courbes intéressantes. La courbe représentée sur la figure 2 traduit la variation de log de E moins U de C en fonction du temps. En exploitant cette courbe, trouver la force électromotrice du générateur et la constante du temps tau. C'est-à-dire à partir de cette courbe, il faut déterminer deux grandeurs physiques. Force électromotrice et la constante du temps. On désigne par les E indice E l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T est égal à tau et E max sa valeur maximale. Calculer le rapport entre l'énergie électrique emmagasinée à l'instant tau et l'énergie électrique maximale.
Enfin, calculer la capacité C' du condensateur d'un condensateur C' qu'on doit monter avec le condensateur C dans le circuit précédent pour que la constante de temps soit tau sur 3. On veut diviser la constante du temps par un tiers. On vous dit quel est le condensateur qu'il faut ajouter à ce circuit-là pour avoir une constante de temps tau sur 3. Est-ce qu'il faut le mettre en série, en parallèle, et quelle est sa valeur? Deuxième partie, on va étudier le rôle du dipolaire C dans le circuit de détecteur de crête d'un récepteur d'ondes électromagnétiques. On utilise le résistor D et le condensateur C dans le détecteur de crête correspondant à l'un des étages du circuit représenté par la figure 3 pour détecter les crêtes de la tension modulée en amplitude d'expression K 0,5 cosinus 10 puissance 3 pi fois T plus 0,7 cosinus 10 puissance 4 pi fois T. Voilà l'onde modulée en amplitude. Donc voilà le circuit de la figure 3. On vous dit indiquer à l'aide de la figure 3 les tâches correspondant au détecteur de crête. Donc ça, c'est absolument à comprendre quel est le rôle de chaque étage dans la démodulation. Montrer que le dipôle RC permet une bonne détection de crête dans ce cas-là, c'est-à-dire à partir de l'expression numérique qu'on a à partir de cette expression-là, montrer qu'on a une bonne détection de crête. Ensuite, les deux interrupteurs K1 et K2 sont fermés. Donc K1 est fermé, K2 est fermé. Les courbes obtenues successivement sur l'écran d'un oscilloscope représentent les variations des tensions U de M. Voilà, c'est écrit sur le schéma. UGM, UHM. Indiqué en justifiant la courbe correspondant à la sortie du détecteur de crête. D'accord? Donc, quelle est parmi ces trois courbes celle qui correspond à la sortie du détecteur de crête? Enfin, je propose un dernier exercice. Comme vous savez, le cadre pédagogique cette année, il inclut l'effet d'un champ magnétique et la force de Lorentz. Donc, je propose un exercice. D'ailleurs, c'est un ancien baccalauréat, option PC. Donc, le but de cet exercice est de déterminer la masse d'une particule chargée en étudiant son mouvement. Donc, je l'ai proposé pour qu'on parle un peu de la force de Lorentz, l'expliquer davantage. Vous avez deux particules, l'hélium et l'oxygène, l'une positive, l'autre négative, c'est ça ce qui est important. Ils sont introduites en un point A avec les mêmes vitesses, dans un espace où règne un champ magnétique B perpendiculaire à la vecteur vitesse. On considère que les deux particules ne sont soumises qu'à la force de Lorentz, c'est-à-dire on néglige le poids. Voilà, on vous donne l'expression de la force de Lorentz. Et la figure 1 représente l'enregistrement des trajectoires des deux particules. Les questions: identifier la trajectoire correspondant à chaque particule. Vous avez une qui est déviée vers la droite, l'autre vers la gauche, indiquer laquelle a suivi le chemin 1, l'autre qui a suivi le chemin 2. En appliquant la loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que l'ion hélium 2+, le mouvement de l'ion 2+, est uniforme et voilà sa trajectoire. C'est un mouvement circulaire, voilà son rayon. En exploitant la figure 1, déterminer le rapport des rayons et montrer que la masse de l'oxygène est égale à ça. Donc vous voyez, on peut séparer les ions, par exemple, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie de masse. En appliquant un champ magnétique, on peut séparer des ions de signes opposés, mais également de charges de même signe et de masses différentes. Donc si vous voyez, si la masse, on voit ici deux particules positives mais de masses différentes, chacune va avoir un mouvement circulaire, un rayon différent. Donc voilà pour ce sujet numéro 2. Donc bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis. Et Inch'Allah, le samedi prochain, vous allez avoir la correction sur la chaîne. Mais avant cela, je conseille tout le monde à bien préparer ce sujet, à bien le travailler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme je dis d'habitude. Pour bien profiter des différentes vidéos, que ce soit les miens ou des autres collègues, il faut d'abord préparer vous-même, faites vous-même les exercices avant de regarder la solution. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.